Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nous nous retrouvons pour ce mardi des Bernardins consacré aux multinationales. En 1953, le PDG de General Motors, Charles Wilson, déclarait « Ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique ». Seulement voilà, depuis, le monde a pas mal changé. La mondialisation est passée par là. Et on ne peut pas dire que les multinationales aient aussi bonne presse, y compris dans le pays qui les a vues naître. Alors, il faut savoir que dès l'an 2000, sur les 100 premières puissances économiques mondiales, 55 sont des entreprises, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ces multinationales, elles ont généralement assez mauvaise presse. On les soupçonne dans l'opinion d'être des monstres assez opaques, surpuissants, qui pourraient échapper aux règles communes, notamment en matière de fiscalité. On les soupçonne de faire du chantage aux politiques en choisissant les États les plus favorables pour leurs implantations, mais aussi parfois de maltraiter les petites et moyennes entreprises qui sont leurs sous-traitants. On les soupçonne enfin parfois de faire fi des ressources naturelles et de l'équilibre de la planète. Alors est-ce que tout ça, c'est la vision commode du bouc émissaire ou est-ce que ça rejoint certaines réalités? C'est la question que nous allons poser à nos invités pour nous demander si vraiment les multinationales aujourd'hui sont les maîtresses du monde. Pour en parler avec nous, Bertrand Collomb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes polytechnicien, ingénieur des mines, vous avez occupé de nombreuses fonctions dans votre vie. Vous êtes entré chez Lafarge en 1975, vous êtes devenu le PDG en 89, puis président du conseil d'administration en 2003 et président d'honneur en 2007. Lafarge, c'est incontestablement une multinationale, numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial dans son secteur et dans 70 pays, donc on est bien multinational. Alors vous avez, au long de vos fonctions opérationnelles, manifesté une attention particulière à l'environnement, au développement durable. Vous avez aussi présidé l'Institut de l'entreprise et l'Association française des entreprises privées, la FEP, qui rassemble les 80 plus grandes entreprises de France. Vous avez publié un plaidoyer pour l'entreprise avec Michel Drancourt aux éditions François Bourin, éditeur, en 2010. Un livre justement sur le rôle de l'entreprise humaniste dans la globalisation. Donc, vous nous en direz plus. Avec nous également un autre X-Mine, Polytechnique et mine, Denis Ranck. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait une grande partie de votre carrière chez Thomson, en 98, PDG de Thomson CSF, qui devient Thales en l'an 2000. Vous quittez l'entreprise en 2009 et depuis 2013, vous êtes le président du conseil d'administration d'Airbus Group. Vous avez aussi présidé le Cercle de l'Industrie pendant une décennie, de 2002 à 2012. Et à l'occasion de la dernière élection présidentielle, cette association de 31 très grandes entreprises industrielles a publié une lettre ouverte aux candidats pour relancer la compétitivité industrielle. Vous appeliez à des mesures énergiques et donc à revaloriser aussi la vision de l'entreprise. On en parlera avec vous et avec Jean-Philippe Robet, avocat au barreau de Paris et de New York. Bonsoir, maître. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en droit des affaires internationales, titulaire d'une triple formation en droit français, en sciences juridiques et en droit américain. Vous avez publié de nombreux articles sur le droit et l'entreprise, avec notamment un article dans la revue Le Débat en 2010, « Les États, l'entreprise et le droit, repenser le système monde ». C'est une des questions, évidemment, dans notre sujet, le rapport au droit, aux réglementations de ces multinationales qui dépassent largement les frontières. Mais peut-être, pour être sûr que dans l'heure qui vient, nous ne nous égarions pas trop, s'agirait-il d'abord de bien préciser ce que l'on entend par multinationale. Parce que, est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui qui sont des marques connues dans le monde sont des multinationales? Est-ce que les grandes entreprises de la finance sont des multinationales comme Lafarge qui fait du ciment ou comme Airbus? Est-ce que c'est la même chose, Denis Ranck? Beaucoup d'entreprises qui opèrent à travers le monde sont devenues multinationales. Si on appelle comme telle une entreprise dont l'activité économique, industrielle ou de service s'opère dans plus d'un pays donné. Une entreprise de 500 personnes en France qui exporte, qui opère dans le monde entier, n'est pas une multinationale, mais très vite, elle va s'apercevoir que pour bien exporter, elle a besoin d'avoir un laboratoire ici, un agent commercial ailleurs, et elle peut devenir très vite à 1000 personnes multinationales. J'ai regardé quelques chiffres. Il y a, paraît-il, 70 000 multinationales, mais elles n'ont que 100 millions de salariés.
ce qui fait un peu plus de 1000 salariés par entreprise. Ça veut dire que c'est pas que des on voit grands donc qu'il n'y a pas mastodontes. que des grands à 200 ou 300 000 personnes. Il y a aussi, pour le moment, si j'en crois la statistique, quelques-unes qui doivent faire 100 ou 200 salariés. Et est-ce qu'il y a une taille critique à partir de laquelle ça correspond à l'idée que se fait le public de la multinationale? Alors, je ne sais pas l'idée de ce que fait le public. C'est vrai que le public ne considérera pas une petite entreprise, même présente dans différents pays, comme ayant ce pouvoir mystérieux et parfois considéré comme maléfique de la multinationale. Pour moi, ce qui est très important, c'est des entreprises qui sont implantées, et dans mon secteur industriellement, dans les différents pays, parce que c'est ça qui vous rend en fait pratiquement un citoyen de chaque pays. Et donc, disons, une situation qui est différente de la situation d'autres entreprises. Oui, seules les très grandes. J'ai montré qu'il y avait plusieurs, mais seules les très grandes comptent. En tout cas, dans la critique que vous avez faite, ce qui est sûr, c'est qu'on a le droit pour les grandes. Mais on va s'en défendre, vous allez voir. Maître, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est une simple remarque de vocabulaire. Si vous voulez, l'entreprise multinationale ou uninationale, c'est avant tout une organisation. Hein. Et ce qui en fait une multinationale, c'est que cette organisation se développe en dehors des frontières de l'état d'origine de l'entreprise. Et que pour cela, la plupart du temps, elle va créer des filiales qui vont avoir la nationalité de l'État considérée, d'où leur multinationalité. Voilà. Mais il me semble, alors vous allez pouvoir revenir sur les grands traits au vitriol que j'ai dépeints en introduction, mais il me semble que ce qui est marquant, c'est la masse. Si on parle en chiffre d'affaires, par exemple, le nombre d'entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur au produit intérieur brut d'un très grand nombre d'États. Pensez que le chiffre d'affaires de Total, c'est plus que le produit intérieur brut du Portugal. Bon, alors là, du coup, on a l'idée d'une puissance liée à ces entreprises qui dépasse ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à une période relativement récente, non? Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, dans les 200 plus grands, dans les 100 plus grands organismes internationaux, il y a 55 entreprises, donc j'imagine 45 États ou quasi-États ou grandes institutions peut-être. Attention néanmoins aux statistiques. Me penchant sur la question, je regardais, prenez Walmart, grande entreprise. Si vous la jugez par son chiffre d'affaires, c'est l'équivalent de la Finlande. Mais par sa valeur ajoutée, c'est la Slovénie. C'est quand même pas la même chose. Donc vous voyez, les bons classements, à mon avis, sont en valeur ajoutée. Parce que l'entreprise, c'est qu'elle achète à l'extérieur, n'est pas vraiment dans sa sphère d'influence. Donc, si on parle en valeur ajoutée, probablement, on va baisser un peu dans les classements. ExxonMobil, je crois, est 50e mondial en valeur ajoutée. Donc, il y a quand même 49 États devant ExxonMobil, ça vous rassure peut-être. Mais on verra tout à l'heure que les États ne sont pas forcément toujours très vertueux non plus. Nous verrons. Qu'est-ce que vous trouvez injuste dans le portrait que j'ai dressé au début, Bertrand Collomb? Ben écoutez, moi j'ai connu l'époque où j'allais à Davos souvent. J'ai connu l'époque où à Davos, effectivement, on a eu des manifestants altermondialistes qui nous disaient vous êtes les maîtres du monde, etc. Et il y avait une espèce d'idée qu'il y avait une conspiration, que tous les gens qui se réunissaient à Davos, c'était pour décider le sort du monde. Alors qu'en fait, Davos, c'était une foire du Moyen-Âge, dans la version mondialisée. C'est-à-dire un endroit où on peut rencontrer tout le monde et en une semaine voir des gens qu'il faudrait 3 mois si vous vouliez aller leur rendre visite chez eux. Et puis le ministre des Finances de Slovénie ou d'Indonésie est beaucoup plus accessible à Davos que dans son pays. Il y a beaucoup moins de cérémonial autour de lui. Vous pouvez l'aborder. Donc c'est pas plus que ça Davos, mais il y avait une espèce de mythologie. Pour vous, c'est un fantasme en fait qui s'est créé. Ceci dit, c'est vrai que les entreprises internationales ont une position différente des autres acteurs internationaux, parce que elles sont les seules finalement qui ont l'expérience opérationnelle concrète de ce qui se passe dans des tas d'États. Et quand elles parlent notamment avec les hommes et les femmes politiques, eux très souvent ils ont toujours une base purement nationale et ils ont souvent une expérience de la réalité internationale très limitée. Je ne parle pas d'une expérience des conférences internationales, ça ils ont, mais la réalité concrète internationale, il y en a beaucoup qui ont du mal à la comprendre. Donc finalement, ça conduit ces entreprises à avoir un point de vue un peu différent. Et vous voulez dire presque plus légitime que le politique? Il me semble... Non, les politiques sont légitimes en ce sens qu'ils représentent dans un mécanisme démocratique des populations qui sont effectivement des populations localisées, etc. Mais je pense qu'il y a un autre type de légitimité dont les entreprises internationales sont porteuses, parce que prenez par exemple un problème comme le changement climatique, ou on devrait dire plutôt le désordre climatique. Une entreprise comme Lafarge,
puisque le ciment, ça consomme beaucoup d'énergie et donc ça émet beaucoup de CO2, nous nous sommes sentis dès 92, dès Rio, une certaine responsabilité sur ce problème. Mais notre façon de voir ce problème, c'est de dire, bon, dans le monde entier, qu'on fasse du CO2 au Japon, qu'on fasse du CO2 en France, c'est la même chose, ce sera du CO2 dans l'atmosphère. Regardons comment on peut optimiser et réduire au maximum les émissions de CO2 de façon plus économique. Et ça, c'est une approche qui est différente de l'approche négociation d'État, etc. Mais pardon de faire l'avocat du diable, d'autant qu'ici c'est particulièrement malvenu, mais il faut bien que quelqu'un le fasse autour de cette table. Vous dites dès Rio, on s'est intéressé à nos émissions de CO2. C'est par vous avez un souci authentique de l'environnement. Vous en parlez depuis longtemps. Vous avez écrit sur la question. Mais est-ce que c'est pas aussi d'abord par calcul marketing sur l'image de marque de l'entreprise? Non, mais si vous voulez, l'entreprise qui on peut avoir différentes philosophies sur le succès de l'entreprise. Moi, ma philosophie, c'est que l'entreprise ne peut pas réussir si elle fait des choses qui sont contraires à l'intérêt général. Enfin, elle ne peut pas réussir sur la durée. Alors, on peut effectivement faire un coup ou deux en se fichant de l'intérêt général. Mais d'une façon sur le long terme, donc sur le long terme, quand on voit un problème comme le CO2, et quand on est une entreprise qui émet beaucoup de CO2, on se dit, il vaut mieux que je traite le problème en avance, sans attendre d'être forcé à faire des choses qui ne seraient pas forcément les choses optimales. Donc, alors, on est toujours en train de discuter, de savoir si quand les entreprises font quelque chose de bien, c'est par vertu ou par intérêt. Moi, je réponds les deux. Parce que l'intérêt à long terme, c'est aussi d'être vertueux. Alors, bien sûr, il y a des caractéristiques des cultures d'entreprise qui font que certaines entreprises sont naturellement plus disposées à faire le pari de la vertu, si j'ose dire, et d'autres sont un peu plus sceptiques et diront, bon, le monde est ce qu'il est, le monde est difficile, le monde est plein de contradictions, etc. Donc, essayons de tirer notre épingle du jeu. Mais finalement, toutes les entreprises, à un certain moment, se rendent compte que si elles sont perçues comme travaillant contre l'intérêt général, ça leur retombe dessus. Maître Robet. Oui, je crois qu'il faut ce soir prendre conscience du fait qu'on a deux intervenants qui sont deux industriels. Et les industriels, d'une manière générale, ont une vision qui est axée sur le long terme. Donc, étant long-termistes, ils considèrent évidemment dans chacune de leurs décisions l'impact que pourrait avoir une catastrophe. Les exemples qui se sont produits dans l'histoire ont servi de leçon. Et ça, c'est un versant de la réalité. Il y a un autre versant, c'est les entreprises qui sont moins visibles, qui n'ont pas de marque connue du public, qui sont plus dans l'ombre, qui, elles, dans le secteur financier par exemple, mais il y a aussi des multinationales de la finance, on n'en a pas ce soir autour de la table, elles ont probablement une vision un peu différente, parce qu'elles sont moins visibles, et donc on peut plus difficilement mettre en jeu leurs responsabilités sur le long terme. Denis Ranc. Ce que vous dites est tout à fait vrai, mais néanmoins, comme les industriels sont très visibles, sont elles qui sont visées par l'opinion publique, donc il faut bien qu'elles se défendent aussi, même si on est content de savoir qu'on est un peu moins pêcheurs que les autres. Moi, je voudrais dire d'abord qu'on oppose souvent entreprise et État. Et où est le bien, où est le mal? C'est pas complètement évident. C'est bien, Bertrand l'a dit, l'État a comme légitimité d'avoir été dans une minorité de pays démocratiques élus par le peuple et a cette légitimité. En revanche, ses moyens d'action sont quand même beaucoup moins sympathiques. L'État a un pouvoir de coercition. Il peut relever l'impôt, il peut entraver la liberté, il peut espionner la vie privée, il peut faire un tas de choses qui entravent la liberté. Les moyens de l'entreprise sont très différents. Peut-être sa légitimité est un peu moins grande, puisque ses dirigeants sont élus uniquement par ses actionnaires. On dira peut-être un mot tout à l'heure sur l'intérêt de l'entreprise. Est-il seulement celui de l'actionnaire ou plus largement? L'entreprise, on sait bien, en tout cas en France, que ça déborde largement l'intérêt de l'actionnaire. Donc peut-être sa légitimité paraît à première vue un peu moins grande que celle de la minorité d'États démocratiques, mais ses moyens d'action, eux, sont bigrement démocratiques, puisque l'entreprise ne peut rien imposer. Elle ne peut que vendre, elle propose, et les gens sont libres d'acheter du ciment ou pas, sont libres d'acheter un contrôle aérien de Thales ou un avion Airbus ou pas. Donc nos moyens d'action, eux, sont profondément, au fond, libéraux, libres. Et c'est la raison pour laquelle Bertrand a 1000 fois raison quand on dit qu'on ne peut pas, à long terme, être unéthique ou impopulaire, parce qu'on n'aura pas de marché. Donc nous vivons de l'image positive qu'ont nos entreprises. Et donc, la meilleure régulation
de l'entreprise pour ne pas sombrer dans tous les travers que vous avez esquissés au début, c'est d'être toujours conscient que l'on a des centaines de milliers de travailleurs à faire vivre chez nous et qu'ils vivront par nos millions de clients qu'il faut satisfaire. À ceci près que, précisément, vous pouvez mettre en concurrence les différents pays et leur législation, leur situation économique, et donc faire pression aussi sur les autorités publiques pour obtenir des conditions favorables. Ils peuvent mettre en concurrence ces différentes entreprises. Oui, ils ne s'en privent pas depuis longtemps. Mais oui, mais en fait, quand on parle de puissance, c'est plutôt la liberté des entreprises multinationales que l'on veut dire, au fond. Les entreprises ont la liberté de faire certaines choses là où elles veulent le faire. Et ça choque, parce qu'on est souvent... On a raisonné pendant des siècles dans un cadre national. Quand on était français, au bout du compte, tout ce qu'on devait faire, c'était soumis à l'État français. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais jeune professionnel, l'État contrôlait le prix de la baguette de pain, le change, les taux. Il n'y a pas si longtemps, jusqu'à M. Bérégovoy, on vit dans un État complètement étatique. Alors, les choses ont beaucoup changé depuis, mais l'entreprise reste avant tout un lieu de liberté, et ça peut peut-être créer des jalousies. Je crois que le fondamental, l'idée n'est pas d'échapper à la règle, mais sans doute de tirer le meilleur parti de règles parfois différentes. Ce n'est pas la même chose. Parce que partout où elle va opérer, l'entreprise va obéir à la règle. Elle a une identité légale, on l'a dit tout à l'heure, une identité légale dans un pays donné, cette entité doit respecter la règle du pays donné. Par contre, on peut choisir le terrain de jeu. L'œil du juriste. Oui, enfin, je crois qu'on peut revenir sur le système concurrentiel des normes, qui est très très important aujourd'hui, puisque tout le monde met en concurrence tout le monde. Les États se mettent en concurrence, qui mettent en concurrence les entreprises, qui sont en concurrence elles-mêmes. Donc c'est un immense jeu concurrentiel. Mais je crois que ce qui a été dit est très important, parce qu'on a cette tendance que vous avez eue au début et que tout le monde a, de comparer les entreprises aux États. En fait, ce sont des types d'organisations qui sont incomparables, qui n'ont strictement rien à voir. Un État, c'est une organisation à laquelle on n'échappe pas, qui a un territoire, elle ne peut pas changer de territoire, elle a une population, elle ne peut pas changer de population. Et puis, quand on est sur le territoire d'un État, ma foi, changer de nationalité, ce n'est pas très simple. Et puis, elle a la responsabilité du bien commun de la population qui la constitue, ce qui n'est pas le cas de l'entreprise en tant que telle. Alors ça peut se discuter, mais juste pour continuer sur la comparaison, ça a été dit, nul n'est obligé d'acheter les produits de l'entreprise. Mais nul n'est obligé d'être salarié non plus de l'entreprise. Ce n'est pas un ordre obligatoire. On peut décider de travailler ou pas pour une entreprise. Donc il y a tout ce champ de liberté. C'est presque vrai, sauf la contrainte économique qui fait que quand on a du travail, on ne choisit pas forcément non plus si... Bon, c'est vrai que dans les temps qui ça dépend courent, des contextes, quand on a mais dans un les emploi, contextes de crise, ça semble assez optimiste comme vision de dire oui, mais cette entreprise-là, j'aime pas tellement, je vais plutôt en choisir une autre. Ça reste quand même une liberté, alors que changer d'État, c'est beaucoup plus compliqué. Et autant on a réussi à l'échelle internationale à établir la liberté de circulation des biens, des services et des capitaux, autant la liberté de circulation des individus, c'est un peu un paradoxe, mais c'est une réalité. La capacité de l'entreprise à attirer les meilleurs est pour l'entreprise un élément essentiel. Alors bien sûr, quand on est dans des conjonctures de chômage important, ce qui malheureusement en France a été notre cas presque depuis 40 ans, c'est moins évident. Mais en dehors de ces situations-là, le type de comportement d'entreprise et la responsabilité que montre l'entreprise est un facteur important dans l'attraction et dans le recrutement des jeunes. Moi, je peux en témoigner, si vous voulez, dans des sessions d'intégration de cadres qu'on faisait tous les ans pour tous les nouveaux. J'avais beaucoup de questions sur la façon dont Lafarge se comportait et était responsable dans sa façon de travailler, notamment sur l'environnement. Parce que simplement, ces jeunes, c'était des cadres, ces jeunes cadres, ils avaient envie d'être fiers de leur entreprise. Ils avaient envie de pouvoir dire autour d'eux que leur entreprise faisait ceci et cela, et qu'elle ne faisait pas simplement du ciment pour gagner de l'argent, mais qu'elle faisait aussi des choses qui étaient utiles à la collectivité. Alors, poursuivons sur cette lancée, puisque vous êtes suffisamment senti attaqué, on ne va pas y passer une heure. Dites-nous plutôt ce que cette relative nouveauté dans le monde économique, qui ne connaissait pas les mêmes conditions il y a un siècle et plus, d'avoir ces très grandes entreprises qui débordent largement les frontières, qui ont une visibilité mondiale, qu'est-ce que ça apporte de bien ? Moi, d'abord, je dirais qu'il y a les entreprises. Dans le jeu mondial, il y avait les États. Et les États ont créé des organisations internationales. Bon, les organisations internationales ont beaucoup de mal.
Et pourtant, les grands problèmes sont globaux. On parlait du réchauffement climatique, mais les problèmes du terrorisme, le problème des épidémies, le problème des pandémies, les problèmes de sécurité, etc., de pauvreté, ce sont des problèmes mondiaux. Et finalement, je pense que des acteurs mondiaux, il n'y a pas que les entreprises d'ailleurs, il y a aussi les ONG, hein, qui sont le pendant dans la société civile, de gens qui peuvent avoir des initiatives globales et qui peuvent donc jouer un rôle positif. Je reprends mon exemple de l'environnement. Nous avons proposé, nous, les cimentiers, un groupe qui représente les 15 ou 10 cimentiers principaux du monde, a proposé depuis déjà plusieurs années de faire un accord sectoriel mondial qui conduise à ce qu'on se fixe des objectifs de réduction de nos émissions de CO2, qu'on publie les résultats, etc. Notre seul problème, c'est qu'on n'a personne en face. On n'a pas d'agence mondiale avec laquelle on puisse discuter. Alors bizarrement, on a discuté un peu avec le gouvernement anglais qui était très, très en pointe là-dessus. Mais donc, si vous voulez, les entreprises peuvent faire des choses. Et si je pense à l'Afrique, quand une entreprise comme la nôtre s'est trouvée face à... On avait racheté une usine en Afrique du Sud. J'ai visité en 98, je crois. Et j'ai découvert qu'il y avait 20% de personnes séropositives. Il n'y avait pas encore eu de mort et c'était ça. Bon. Et à l'époque, le gouvernement sud-africain ne voulait pas en entendre parler. Autour de l'usine, il ne voulait pas non plus entendre parler parce que parler de sida, c'était parler de sexe. Et donc, c'est pas bon. Il a fallu qu'on se mette sur le problème. On a d'ailleurs eu du mal parce qu'on n'est pas des spécialistes de sociologie africaine. Donc, on a demandé à CARE, une organisation non gouvernementale, donc le lien entre, de nous aider. Et puis, on a fini par construire des plans de prévention, de détection, enfin de tests et de traitement. Alors, on n'a pas résolu l'ensemble du problème, mais on a contribué à résoudre les problèmes. Et en Afrique, c'est d'abord les entreprises qui ont travaillé avant les États. Les États s'y sont mis après. Denis Ranc. Je crois que l'intérêt d'être multinational, c'est aussi pour l'entreprise de pouvoir prendre le meilleur de là où elle est. Bertrand l'a dit, une entreprise qui aurait été purement sud-africaine ne se serait pas posé la question du sida comme se l'est posé Lafarge, qui est mondiale, parce que Lafarge l'a vu aussi avec les yeux européens. Je crois que c'est assez vrai en général. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous avez dit, on met en concurrence les États pour aller là où c'est le plus facile. C'est pas tout à fait vrai. Prenez le problème à l'envers. On a de plus en plus, pour des raisons d'attraction des jeunes, pour des raisons d'image par rapport à nos clients, pour des raisons aussi d'estime de soi, on a développé des politiques éthiques à l'intérieur des groupes. Et bien sûr, le niveau d'éthique que l'on peut attendre en France, aux États-Unis, n'est pas forcément ce qu'on atteint au départ à Manille, en Chine ou au fond de l'Afrique. Mais comme il est impossible pour un groupe d'avoir plusieurs politiques, en réalité, on est tiré vers le haut. Et on a été amené à mettre en place dans des pays qui étaient tout à fait, pour lesquels c'était tout à fait nouveau, des politiques d'éthique, de gestion des ressources humaines, de respect de la personne, de respect des processus, de respect des lois de façon générale, qui ont tiré l'entreprise vers le haut. Parce que quand on a à la charge d'une entreprise, on s'efforce, enfin, c'est la plupart des cas, de ne pas opérer comme une holding avec des filiales indépendantes. Parce que l'intérêt de l'entreprise, c'est créer plus de valeur ensemble que séparément. Sinon, on ferait coter en bourse les différents morceaux. Dès lors que le dirigeant est convaincu que son rôle, c'est créer de la valeur davantage ensemble que séparément, il est obligé d'impulser partout des politiques qui sont homogènes et de tirer les fameuses synergies. Et à partir de là, le système se tire vers le haut. Alors, je trouve que c'est tout à fait faux de dire qu'on va aller là où c'est le plus facile. Ma pratique, au contraire, c'est qu'on est amené, dès lors qu'on a une politique responsable au niveau du groupe, eh bien, à tirer l'ensemble vers le haut. J'en ai des exemples concrets. Je vais prendre un exemple, par exemple. Dans Thales, bien entendu, on vend des matériels sensibles. Qui sont parfois des matériels d'armement soumis directement au contrôle des États, ou des matériels qu'on appelle à usage dual, qui sont un peu plus dans la zone grise. Il nous est arrivé en France, et bien entendu, tout ce que l'on vend à partir d'un pays, mettons la France, doit être autorisé au cas par cas par un gouvernement. Il nous est arrivé d'avoir en France des produits exportés en Iran, par exemple. C'était des tubes pour des émetteurs de radio, c'était des systèmes civils de contrôle du spectre. Et puis on est appelé un jour par les Américains, sur lequel on opère aussi, parce que Thales est aussi aux États-Unis.
on, je dis encore on, Thales est aux États-Unis, elle est déjà à l'époque où j'y étais, et comme on veut être bon citoyen dans tous les pays où on est, les Américains nous ont dit, écoutez, ce que vous vendez à partir de la France, on sait que c'est légal, vous respectez la règle en France, mais nous, ça nous gêne, pour des raisons que je préfère pas dévoiler. Ils étaient, mettons, plus présents en Iran que certains services français. Eh bien, on a spontanément arrêté, alors qu'on était parfaitement dans notre droit. On a pris le droit le plus exigeant. Maître ? C'est le droit le plus exigeant qui prévaut toujours ? Bon, pas toujours, bien sûr. Il ne faut pas avoir une vision... dans le domaine des entreprises, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui sont honnêtes, droits, qui ont un comportement moral, et puis il y a des gens qui sont malhonnêtes et qui ont un comportement totalement amoral. Mais ceux-là ont un peu tendance, quand même, malgré tout, un jour ou l'autre, à se faire rattraper. Je crois que ce qu'il faut saisir dans ce qui est dit, et il ne faut pas avoir peur des mots, c'est que les entreprises multinationales sont aujourd'hui des organisations politiques. Et qu'elles jouent un rôle politique, fondamental, dont il faut se saisir. Il faut se dire que c'est une chance. Il y a des tas de choses que les États ne peuvent pas faire, n'arrivent pas à faire, et que les entreprises peuvent faire. Et d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il faut avoir confiance en elles nécessairement, il faut avoir confiance, mais surveiller, comme toujours, quand on fait confiance. Mais c'est une chance extraordinaire que d'avoir des entreprises multinationales puissantes, parce qu'elles sont capables de développer le monde. Elles sont capables de lutter contre les problèmes globaux, là où les États montrent une certaine incapacité à agir. Vous dites il faut contrôler. La confiance n'exclut pas le contrôle. Non, bien sûr. Mais qui contrôle ? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un peu le problème, c'est qu'on vit la fin d'un monde. On vit la fin du monde des États. Les spécialistes des sciences politiques appellent ça le système des États, qui est né en 1648 avec les traités de Westphalie et qui structure, si vous voulez, la structure politique du monde en États. La surface de la planète est séparée en territoires étatiques avec des frontières, des populations, des gouvernements. Et puis on va passer des accords entre les divers États, c'est le droit international. Et tout ça va merveilleusement fonctionner. Tout ça ne fonctionne pas merveilleusement, et certainement pas dans le cadre d'un univers globalisé. Dit quand nous on réfléchit entre grands industriels sur un sujet, on n'a pas d'interlocuteur. Parce que les États ne sont pas vraiment en mesure de mettre en place des interlocuteurs. Ils ont un manque de connaissances, ils ont un manque d'expérience, et ils sont eux-mêmes en concurrence. Ils ont des intérêts, et leur intérêt, c'est malheureusement, parce qu'il y a des dirigeants qui sont des hommes et des femmes politiques, leur intérêt c'est d'être élus à la prochaine élection. Et donc ils sont eux-mêmes dans un système concurrentiel, le système démocratique étant légitimement un système concurrentiel, qui fait qu'on traite les problèmes tels qu'ils sont perçus par la population, et la population ne perçoit pas nécessairement qu'aujourd'hui le cœur de l'action politique peut et doit se situer au niveau des grandes entreprises. Ça a l'air certainement paradoxal, parce qu'on pense que ces organisations sont vraiment ce qu'il y a de plus privé qui soit. Ce sont des organisations privées. En fait, non. Ce sont des organisations de pouvoir qui sont certainement pas de nature privée, du fait de leur puissance et du fait de leur rôle politique. Mais je pense que il n'existe pas de régulation politique, sauf de très rares, un petit peu l'OMC. Au sein de l'Europe, la Commission a des pouvoirs multi-étatiques, mais c'est extrêmement rare, vous avez tout à fait raison. Mais il existe un très puissant pouvoir qui est l'autorégulation. Et ça marche d'autant mieux que l'entreprise est grande. On l'a vu tout à l'heure. Un ennui, une PME de 50 personnes qui a un ennui, un accident du travail ou quelque chose, ça ne fera pas de bruit. La même chose pour une entreprise de 50 000 personnes fait un bruit considérable. Donc plus l'entreprise est grande, plus elle est sensible à l'image, plus la caisse d'amplification est forte, et plus elle a tendance à s'autoréguler, ne serait-ce que pour ne pas perdre le crédit qu'elle a gagné auprès de ses ayants droit, que ce soit ses propres salariés, que ce soit ses clients, etc. Donc je crois que la taille, loin d'être l'ennemi de la transparence, la taille pousse à la transparence, et la taille, par les conséquences très dommageables que peut avoir un même incident entre une petite entreprise et une grande, poussera la grande à être beaucoup plus vertueuse. Donc on le voit bien en France. Regardez, tout le monde sait qu'en France, non seulement le droit du travail est beaucoup plus exigeant à l'égard des grandes entreprises que des petites, mais même, et les syndicats nous le disent, quand on parle cœur à cœur avec les patrons de la CGT, de la CFDT, ils vous disent, bon, en fait, on n'a pas de problème avec les grandes, on a un problème avec les petites. Donc, de toute façon, la taille n'est pas du tout un échappatoire à l'éthique, elle est, à mon avis, un fort encouragement. Pour des raisons simplement de respect de soi et d'effet miroir. Puis alors, n'oublions pas que vous disiez tout à l'heure, l'entreprise peut choisir l'endroit où elle exerce ses activités. Alors, c'est pas toujours vrai, parce que dans certains cas, on va là où est le marché. Bon.
Mais c'est vrai quand même que quand un président d'entreprise va dans un certain nombre d'États, on déroule le tapis rouge, il rencontre le président, le Premier ministre, etc. Donc il y a effectivement une attention. Mais en tout cas dans mon secteur, dès que vous êtes implanté, ben vous êtes prisonnier du pays. Rien n'a empêché M. Chavez de nous nationaliser au Venezuela. Bon, si vous voulez, l'époque où United Fruit, la célèbre entreprise américaine, faisait la pluie et le beau temps en Amérique du Sud, en défaisant les gouvernements, etc., dans les années 30, 40 ou 50, en s'appuyant d'ailleurs un peu sur la puissance américaine, cette période est totalement révolue. Et ce que disait Denis Ranc est très, très exact sur les répercussions de même un petit événement négatif qui se passe quelque part dans le monde. Mais ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant le développement de la communication. La communication, la mondialisation, la communication mondiale et le développement des ONG sont un facteur d'équilibrage, si vous voulez, des pouvoirs des uns et des autres. Parce que dès que vous avez un problème quelque part, ça vous revient dans la figure, quelle que soit l'importance du problème et quel que soit le... Et puis alors, on étend la responsabilité de l'entreprise de façon incroyable. Bon, on a commencé par dire, par exemple, l'entreprise, vous ne devez pas faire travailler les enfants. Ça, d'accord. Puis on a dit, mais attendez, est-ce que vos fournisseurs font travailler les enfants? Alors, on a demandé aux gens du textile de vérifier que leurs fournisseurs ne faisaient pas travailler les enfants. Et puis après, on leur a demandé de vérifier que leurs fournisseurs avaient des conditions de travail correctes. Mais après l'histoire du Bangladesh, on leur demande maintenant de vérifier que les bâtiments dans lesquels leurs fournisseurs travaillent ont été construits avec du bon béton et qu'on n'a pas mis du sable à la place du ciment, ce qui peut expliquer éventuellement que les bâtiments s'effondrent quelque temps après. Donc il y a une... Et je ne critique pas ce mouvement, même si c'est un peu surprenant, parce que, si vous voulez, l'entreprise ne s'attend pas à ce que sa responsabilité s'étende autant. Mais bon, après tout, c'est la reconnaissance. Que ces entreprises qui ont cette surface, qui ont cette présence dans un très grand nombre de pays, soient aussi... qu'on leur demande de participer à la responsabilité si vous voulez, commune. C'est la reconnaissance de l'influence qu'elles peuvent avoir et de l'influence qu'elles peuvent avoir dans le sens du bien. C'est toute la reconnaissance de leur pouvoir et donc de la responsabilité qu'on a dans l'exercice du pouvoir. Et de ce point de vue-là, encore une fois, c'est une chance d'avoir ces grandes entreprises. Alors, vous disiez quand même, Denis Ranc, tout à l'heure, ça dépend quand même aussi du patron et de la culture de l'entreprise. C'est pas quelque chose qui est donné. Vous allez quand même pas nous faire le coup de l'appartement témoin où toutes les multinationales, quelles qu'elles soient, seraient ce qu'on aurait pu attendre de mieux pour l'homme d'aujourd'hui et celui de demain. Oui, dans toute collectivité humaine, il y a de l'humain, donc il y a des failles et il y a des truands. Donc on va trouver dans le monde de l'entreprise forcément les petits malins, les grands truands, les grands naïfs, les bons, les équilibrés, etc., comme on le verra dans la vie civile. Je crois néanmoins que la pression est quand même à l'amélioration des choses, à cause de cette formidable mondialisation des échanges, à cause de la pression au fond légitime des opinions publiques, qui sont aussi nos clients, nos actionnaires, nos salariés. Donc la pression va dans le bon sens. Et le monde n'est pas parfait, il ne le sera pas, mais quand la pression est positive, il vaut mieux le dire. Et je trouve que j'ai bien plus d'espoir dans l'amélioration des choses que je ne vois de vérité dans votre portrait au vitriol du début. La pression des actionnaires, quand ces actionnaires sont des fonds de pension ou des organismes financiers... C'est pas le plus important. Je pense que... Bon, peut-être faut-il distinguer un peu... Ça n'a pas d'impact. Non, si, j'ai pas dit que ça n'a pas d'impact, j'ai dit que c'était pas le plus important. Bien entendu, il faut peut-être distinguer d'ailleurs l'entreprise, le droit français de celle anglo-saxon. Le droit britannique et américain considère davantage que l'entreprise est la chose des actionnaires et que le patron a pour première, voire unique mission d'accroître la valeur des actionnaires. C'est pas ce que dit le droit français. Le droit français dit que le dirigeant doit travailler au milieu de l'intérêt social de l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise, c'est bien autre chose, bien plus que l'intérêt de l'actionnaire. Ça comprend aussi la survie à long terme de l'entreprise, le bien-être des salariés. Quelque part, les clients qui s'y sont pas satisfaits ne créeront pas le futur. Donc, peut-être là, y a-t-il une culture française ou latine qui est un petit peu démarquée de la culture anglo-saxonne et qui facilite sans doute dans notre pays, dans notre éducation. Et puis, on est beaucoup d'ingénieurs
en France, les patrons sont souvent ingénieux, ils ont été éduqués à regarder le réel, la matière, etc. Donc on est peut-être un peu plus aidé dans ce domaine-là pour être, je ne dis pas plus vertueux, mais plus réaliste et plus attentif au progrès. Sur les actionnaires, moi j'avais tendance à dire que parmi nos actionnaires, alors c'est pas mathématique, mais il y en avait un tiers qui était vraiment sensible à ces questions de responsabilité de l'entreprise parce que c'était leur valeur à eux. Hein. Il y a les fonds éthiques, il y a, ou beaucoup d'actionnaires individuels qui ont des valeurs et qui souhaitent que les entreprises poursuivent ces valeurs. Il y en avait un tiers qui était soucieux de ça à titre défensif. C'est-à-dire, il disait, si j'investis dans une entreprise qui n'a pas un comportement responsable, il y a un risque. Elle va avoir un pépin et mon investissement est à risque. Et puis, il y en a un tiers qui s'en fichait. Et comme il y a un certain nombre d'actionnaires qui achètent un jour pour vendre le lendemain, ou même une minute après, il est certain que ceux-là, bon, ce n'est pas le problème qui les concerne le plus. Mais c'est vrai que l'évolution du monde financier en général et du monde des actionnaires dans ce domaine-là est importante. Parce que pour que ce mouvement vers le haut dont parlait Denis se concrétise et se solidifie, il faut aussi que le milieu financier y participe. Mais on voit quand même dans le milieu financier aussi pas mal d'éléments d'évolution. On voit les éléments qui ont conduit à la crise et qui sont l'horreur absolue, mais on voit aussi des éléments antagonistes qui vont vers plus de responsabilité financière. J'ai reçu il y a quelques jours, en tant que président du conseil de ADS, maintenant Airbus, une lettre d'un grand fonds de pension britannique, un grand fonds d'investissement britannique, mais comprenant beaucoup de pensions, disant « Nous trouvons que les salaires des dirigeants sont trop orientés court terme. Nous ne voterons plus désormais de résolution de rémunération qui ne comprendraient pas au moins tel et tel et tel élément visant le long terme. Et en particulier, si vous attribuez des options d'actions, nous souhaitons que l'intéressé les garde pendant suffisamment longtemps pour qu'il soit vraiment intéressé à la survie de l'entreprise à long terme. » C'est intéressant quand même, ça vient d'une entreprise tout à fait financière. Donc il y a de l'espoir partout. De ce point de vue-là, sur les 30 dernières années, je crois quand même que les entreprises ont vécu une sale période, qui est celle de la nomination de la théorie de l'agence. En deux mots, une théorie selon laquelle les dirigeants seraient censés être les employés des actionnaires n'ayant pour seul rôle que de les enrichir. C'est une théorie, bon, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais qui est totalement infondée, entièrement fausse, même en droit américain d'ailleurs. Hein. Et elle a occasionné énormément de torts, hein, parce que elle a poussé certaines entreprises à favoriser une des parties prenantes au détriment des autres. Alors qu'évidemment, on a besoin d'actionnaires dans une entreprise. Sans ça, on n'a pas de capitaux en risque. Mais on a aussi besoin des autres parties prenantes. On a aussi besoin d'un environnement social qui soit stable et relativement serein. On a besoin d'un environnement naturel qui perdure. Donc, de ce point de vue-là, l'entreprise a des responsabilités qui vont bien au-delà de celles du service des actionnaires. Et là, ici, les dirigeants ont été mis dans un espèce de système d'incitation qui probablement n'était pas les bonnes, mais on voit là qu'on est en train d'en revenir. Et qui nous a amené aussi à cette vision que ces grandes entités avaient des obligations vis-à-vis de leurs actionnaires, généralement à très court terme, au détriment de la place des hommes qui, dans tel pays, dans tel lieu, dans telle circonstance, contribuaient en fait à la dite entreprise. Oui, c'est un détournement du pouvoir de l'entreprise. Une idéologie, qui est celle de l'école de Chicago, a totalement détourné le pouvoir des entreprises en faveur d'une seule partie prenante. Et un certain nombre des désastres qu'on a vécus ces dernières années sont la conséquence directe de cette idéologie, mais qui a de moins en moins de poids, heureusement. C'est une espèce de raccourci. En fait, le dirigeant d'entreprise, il doit arbitrer en permanence entre les intérêts d'en gros 3 parties prenantes plus une. Les parties prenantes sont les employés de l'entreprise, les salariés de l'entreprise et les clients. Et c'est vrai que quand on raisonne à court terme, et 2 par 2, l'intérêt peut paraître antagoniste. Le salarié va être plus payé, mais s'il est plus payé, les produits sont plus chers et le client n'est pas content, etc. L'actionnaire veut plus de dividendes, donc on peut moins investir, donc moins préparer l'avenir, moins... Donc à court terme, l'intérêt est antagoniste. Mais
l'échappatoire du dirigeant, c'est le long terme. C'est quand il se projette à long terme, il s'aperçoit en fait, comme Bertrand l'a dit tout à l'heure, que les intérêts sont parfaitement convergents. Donc cet arbitrage à l'instant T, aujourd'hui, entre trois pôles, se traduit par un arbitrage court terme, long terme, sur chacun des pôles en particulier. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est comme ça qu'on explique aux salariés qu'on aimerait peut-être bien augmenter un peu plus cette année, mais qu'on ne va pas le faire parce que on vendra davantage d'Airbus l'année prochaine et que donc on créera plus de valeur, etc. Donc on y arrive. Alors le quatrième plus 4, c'est l'environnement extérieur, évidemment, qui prend de plus en plus d'importance. Ça veut dire que les hommes ne sont pas que des variables d'ajustement? Ah, bien sûr que non. Ces hommes sont d'abord les acteurs numéro 1 de l'entreprise. Ce pas des variables, c'est des sujets. L'entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble. Hein. Ça, c'est tellement évident qu'on se demande comment on a pu l'oublier, ou comment certains ont pu l'oublier. Hein. Mais en même temps, ne disons pas que la finalité de l'entreprise est de fournir des emplois aux gens. Parce que c'est pas ça la finalité de l'entreprise. La finalité de l'entreprise, c'est d'avoir de l'efficacité économique et de produire des biens et des services qui ont plus de valeur que la valeur qu'on a utilisée pour les produire. Alors en faisant ça, bien entendu, on crée des emplois, on développe les emplois. Et après, pour que ça réussisse, il faut que cette communauté humaine fonctionne bien. Et elle ne peut pas fonctionner bien s'il n'y a pas un minimum de confiance, de respect, de compréhension des objectifs communs, etc. Mais il ne faut jamais perdre l'idée de l'efficacité. L'efficacité économique est quand même à la base de l'entreprise. Ce n'est pas un phalanstère, l'entreprise. Donc, il ne faut pas considérer que quand une entreprise est obligée de fermer une usine et de réduire les emplois, elle traite mal les hommes. Ce n'est pas vrai. Elle répond à son problème économique. Et ensuite, selon la façon dont elle le fait, elle traite mal les hommes ou elle les traite bien. On peut traiter bien des gens dans une circonstance où on est obligé de fermer selon une usine les mesures d'accompagnement et de réduire les emplois. Et il n'y a place. pas que de l'argent. Ce n'est pas simplement l'argent qu'on leur donne. C'est la façon dont on a informé avant, c'est l'honnêteté du débat, c'est le fait que c'est pas tombé comme une surprise, qu'on l'a pas appris dans les journaux, comme ça arrive de temps en temps. Hein, mais là-dessus, par exemple, il y a clairement des multinationales qui manquent de correction. Ben, si vous voulez, on est un peu la victime de ce primat de culture française, de ce comme primat de l'actionnaire, ce primat de l'actionnaire dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il y a de temps en temps des gens qui vous disent, y compris des avocats, ils disent, mais attendez, vous pouvez pas annoncer ça avant d'en avoir parlé au marché. Donc, si vous allez dans une de vos usines dire des choses sur ce que vous allez faire et que ça peut avoir un effet sur le cours de bourse, vous devriez l'avoir annoncé avant au marché. Alors, en fait, sauf qu'en France, la loi vous oblige à l'annoncer avant aux représentants du personnel. En fait, il faut se débrouiller, mais comment on se débrouille? Soit en disant aux gens avant, bon ben voilà comment est le problème, on leur dit pas quelle va être la conclusion, mais ils commencent à comprendre qu'il y a un problème. Soit vous attendez que le marché soit fermé pour dire aux gens ce qui va se passer, mais au moins qu'ils ne l'apprennent pas par les journaux. Si vous voulez, je suis toujours horrifié quand je vois des situations où des gens apprennent par les journaux ce qui va leur arriver, parce que l'entreprise n'a pas eu le courage et l'attention de venir leur en parler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ensuite ce qu'on fait évidemment après pour accompagner, pour former, ou ce qu'on fait avant. En fait, ce qu'on fait avant des difficultés est souvent beaucoup plus important que ce qu'on fait après. Parce que si on a le souci de faire en sorte que ces gens soient toujours formés de façon à améliorer leur capacité, s'il y a un pépin, ça sera plus facile que si on ne l'a pas fait. Vous parliez l'un et l'autre d'autorégulation, du fait que le long terme était le meilleur chemin pour l'entreprise et que donc ça l'amenait à être responsable. Est-ce que néanmoins, il faudrait envisager dans ce nouveau système qui émerge aujourd'hui des instances de contrôle ou des interlocuteurs politiques mondiaux qui soient les interlocuteurs des entreprises mondiales? Je crois qu'on a un besoin d'organisation mondiale. C'est clair qu'il y a des tas de problèmes sur lesquels il faudrait qu'il y ait plus de coordination des actions mondiales. Je parlais de l'environnement tout à l'heure, c'est un des exemples évidents dans le domaine du CO2. On ne peut pas traiter un problème global, idéalement, s'il n'y a pas un organisme global. Alors tout ça devrait se faire probablement autour des Nations Unies, mais quand on voit évidemment le niveau de rapidité, d'efficacité des actions des Nations Unies, on se dit qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Mais, ceci dit, si vous voulez, un homme comme Kofi Annan avait lancé le pacte mondial.
qui consistait à dire aux entreprises « j'ai besoin de vous pour améliorer la situation du monde ». C'était une révolution, parce que le secrétaire général des Nations Unies, les Nations Unies, ce sont les gouvernements, ce sont les États. Quand on est chef d'entreprise et qu'on va aux Nations Unies, même quand on est invité par le secrétaire général, on ne passe pas par la porte réservée aux diplomates, on passe par la porte des touristes, hein, etc. Bon. Et Kofi Annan, passant par-dessus la tête des États et disant aux entreprises « j'ai besoin de vous pour améliorer le monde », c'était quelque chose d'important. Eh bien, il y a eu une réponse assez importante, en France en particulier. Alors, Jacques Chirac a beaucoup aidé, et Jérôme Monod, en poussant un peu les entreprises à adhérer. Mais on a je ne sais plus de 1000 ou 1200 entreprises françaises adhérentes au Pacte mondial, des grosses et des petites. Et moi, ce qui m'a frappé, puisque j'ai à un moment présidé le groupe français des entreprises du Pacte mondial, ce qui m'a frappé, c'est la satisfaction personnelle, la fierté que des patrons d'entreprises, notamment d'entreprises moyennes, trouvaient à montrer que ce qu'ils faisaient avait une valeur sociale, n'était pas simplement quelque chose de gagner de l'argent, etc. Gagner de l'argent, c'est absolument indispensable et c'est la mesure de l'efficacité économique. Mais montrer, avoir le sentiment pour eux et vis-à-vis de leurs collaborateurs qu'ils participaient à quelque chose de plus grand, c'était très important pour eux. Moi, je crois que l'homme ne vit pas seulement de pain. Hein. Tout le monde a besoin, sauf les pervers, de sentir qu'il contribue à quelque chose qui est positif. Et que ce sentiment, il existe dans l'entreprise. Et il suffit de créer les conditions pour qu'il se développe. C'est un développement naturel. Il y a des entreprises brutales, il y a des salauds dans l'entreprise, mais ce n'est pas quand même le mode naturel auquel les gens aspirent quand ils vont dans l'entreprise. Et alors, il y a peut-être eu, à certains moments, une survalorisation de la brutalité, de l'enrichissement rapide, etc., y compris dans les business schools, où on a persuadé les étudiants que celui qui était brutal, celui qui était autoritaire, autocratique, qui gagnait de l'argent très vite, c'était le héros. Mais je pense qu'on en revient. Passé, ça. J'espère que c'est passé. Pour revenir à la régulation, Bertrand a raison d'appeler une régulation mondiale, elle est compliquée, mais quel chemin reste à faire? Regardez, rien que notre Europe, notre jeune Europe encore, qui n'a que 50 ans. Eh bien, autant on a été extrêmement vite pour créer un marché unique et faire tomber les barrières du marché, autant les régulateurs qui s'appliquent à ces marchés restent encore singulièrement nationaux. Moi, ça m'a toujours frappé. Et si d'ailleurs on a des dysfonctionnements, si aujourd'hui l'industrie du téléphone a des problèmes, c'est parce que, au nom de l'intérêt du consommateur, on a laissé foisonner la concurrence, mais on a laissé chaque gouvernement réguler lui-même ses industries de télécommunications. Et il en est de même pour la pharmacie, il en est de même pour la nourriture, il en est même... Alors, c'est très paradoxal. Alors que les dirigeants de l'Europe se voient tout le temps, il ne se passe pas une semaine sans qu'ils se rencontrent ou qu'ils se téléphonent, ils n'ont pas été fichus, pardonnez-moi, en l'espace de 4 décennies. Alors on a fait coller, on a demandé à l'industrie et à l'économie d'être exemplaires, il fallait faire tomber les barrières, circuler les gens, etc. Mais les gouvernements ne se sont pas eux-mêmes régulés, ils ne se sont pas donné eux-mêmes la discipline de dire, puisque on a fait un marché unique des télécommunications, de l'énergie, des biens, des services, etc., abandonnons à l'Europe notre autorité de régulation. Et si l'Europe ne fonctionne pas, c'est en partie grâce à ça. Alors, si c'est vrai au niveau de l'Europe, qui pourtant existe et les gens se connaissent, en gros ont les mêmes intérêts, vous imaginez au niveau du monde comme c'est compliqué. Oui, c'est vrai que l'Europe est une telle déception que je pense que les rêves de régulation mondiale sont à laisser à la porte. Parce que je ne vois pas comment, dans un univers beaucoup plus multiculturel, avec beaucoup plus de différences, de richesses, on peut arriver à des standards communs, alors qu'on n'est pas fichus, nous-mêmes Européens, de se mettre d'accord. Mais pour aller dans le même sens, si on regarde au niveau global aujourd'hui, les vrais parasites, ce sont des États. Ce qu'on appelle les paradis fiscaux, ce qu'on appelle les paradis réglementaires qui sucent la moelle de la base fiscale des États, qui génèrent une partie des déficits auxquels ils font face aujourd'hui. Dont on ne peut pas exclure que certaines multinationales se servent éventuellement aussi. Certaines s'en servent, bien évidemment, mais elles s'en servent parce qu'il y a une offre. Il n'y aurait pas cette offre de droit.
il n'y aurait pas ces consommateurs de droits que sont les entreprises. C'est une vision très libérale, finalement. Non, ce n'est pas une vision libérale. On constate que des États prostituent leur souveraineté et utilisent ce qui est leur seul actif. La plupart du temps, ce sont des îlots sans richesse, mais qui ont un actif extraordinaire qui est celui de la souveraineté. La souveraineté, ça vous donne cette autonomie, cette capacité de fournir du droit que les gens viennent consommer ou pas. Mais ce sont de véritables parasites. Ce sont vraiment les organisations qui aujourd'hui permettent une perversion du système. Et ceux qui l'utilisent, on peut les critiquer, bien sûr, comme on peut critiquer ceux qui consomment de la drogue et pas critiquer les dealers. Je dis, le problème, il vient des dealers. Aujourd'hui, on a des dealers qui abusent du système. Supprimons-les, on verra que... Mais en même temps, si vous voulez, les paradis fiscaux, ils existent parce qu'il n'y a pas de coordination des systèmes fiscaux nationaux. Alors, dans certains cas, d'ailleurs, ils ont un rôle utile. C'est-à-dire que, dans certains cas, vous ne pouvez pas faire une opération entre deux pays sans payer les impôts deux fois. Parce que ce n'est pas harmonisé. Alors, à ce moment-là, vous passez par un paradis fiscal qui a un rôle utile. Puis, quand vous avez vu que ça vous permet de ne pas payer d'impôts du tout, alors évidemment, là, on est dans une autre évolution de l'éthique de l'entreprise. Est-ce que la responsabilité éthique de l'entreprise est telle qu'elles doivent s'organiser pour payer mondialement un minimum d'impôts? Jusqu'à présent, c'était pas ça. C'était pas comme ça qu'on voyait les choses. On voyait plutôt les choses avec un service fiscal qui essayait de réduire au maximum l'impôt. Mais je voudrais revenir sur le pessimisme de notre collègue sur l'Organisation mondiale. Je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Alors, il faut voir ça dans des durées longues. Mais on a été capable de faire l'OMC. L'OMC est une véritable organisation. C'est l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce. Bon, on a quelque chose d'autre qui, moi, me frappe beaucoup. Ce principe de souveraineté des États, il doit entraîner l'inviolabilité des présidents des États. Or, maintenant, on a des cours de justice et on fait passer en justice les gens qui ont fait des crimes en tant que chef d'État. Bon, alors, bien sûr, ça marche plus ou moins bien, c'est pas dépourvu de politique. Donc, mais vous pensez, parce qu'on arrive au terme... Je pense qu'il y a un mouvement qui est difficile. Ça vous semble possible? À horizon de 50 ou 100 ans. Hein. Je ne suis pas dans les 10 ans qui viennent. Un mot pour ceux qui nous regardent et qui, spontanément, à force peut-être de lire la presse, éprouvent un désamour assez naturel pour l'idée des multinationales. Je voudrais redire, puisqu'on est revenu à du basique sur les hommes, etc., je voudrais redire aussi une chose qu'on oublie. C'est qu'on a parlé des perversions, des exagérations, des truands, etc. Mais n'oublions pas que le rôle de base de l'entreprise, c'est de fournir des produits et des services qui ont amélioré le niveau de vie, le niveau de santé des gens. Globalement, on mange mieux, on se déplace mieux, donc, plus vite. Donc les multinationales, enfin, de façon générale, le commerce mondial et l'une de ses formes, qui est les multinationales, l'implantation dans différents pays, ça a quand même contribué singulièrement à l'amélioration du bien-être mondial. Peut-être au nivellement aussi. Oui, ce qu'on appelle en France des localisations, qui sont souvent simplement des localisations, c'est-à-dire d'aller où est le marché, ça permet aussi quand même à éradiquer, pour l'essentiel, la plus grande misère en Inde et la faim en Chine. On doit quand même s'en réjouir. Et les multinationales ont été des acteurs majeurs de cela. Au niveau de la faim, au niveau de la santé, si le sida s'améliore en Afrique, c'est quand même bien parce que les multinationales de la santé s'y sont collées, souvent très généreusement. Et alors, un tout petit mot, parce que vraiment on arrive à la fin, mais en préparant cette émission, on parlait aussi de l'uniformisation des consommations et de la mondialisation de certaines marques qui font que la plupart des êtres humains sont en contact à un moment avec telle ou telle marque. Et vous disiez, mais c'est pas un totalitarisme, puisqu'on n'est jamais obligé de les acheter, on peut toujours contourner les multinationales. On n'est pas obligé d'aller dans un fast-food, on peut continuer à faire autre chose. L'entreprise vit sur un principe de liberté et ne force pas ses clients. Il y a un développement en même temps des consommations standardisées mondiales, mais aussi des consommations spécialisées. Et les cultures, y compris, regardez la gastronomie française, etc., elle ne s'est jamais aussi bien portée. Et c'est très présent chez les jeunes, notamment ce souci aussi d'être en lien avec la culture locale. Merci à tous les trois de nous avoir aidés à réfléchir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain au Bernardin.